Camera. Look up slowly, Ann. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away. There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life. What's he think she's really gonna see? Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Karatane Kong. Otarave Rama Kong. Wasaba Sanamaka. Otarave Rama Kong. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Nous sommes accompagnés toujours par notre intérimaire Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc qui n'a pas prévu forcément de raconter beaucoup de choses aujourd'hui, mais il est là, alors du coup il va dire bonjour. Je dis bonjour, alors c'est bien ça l'ordre qui m'est donné. Merci Jules Topoc, une émission décontractée puisqu'elle est enregistrée juste après une émission que nous avions consacrée à des films plus importants. Nous avons un peu de temps et nous en profitons puisqu'il est rare en ce moment ce temps où nous pouvons parler de tous les films que nous voyons, hein, notamment toi Antonin qui a quand même pris le temps de lire un livre qui fait plus de 1000 pages à propos de Kong, hein, un après, livre je vais faire une pause pendant au moins 5 ans je pense, j'arrête de lire, hein. J'attends que ça soit adapté au cinéma, c'est quand même plus confortable. Après c'est un livre qui est sorti il y a plus de 5 ans déjà, hein, t'as mis le temps pour le lire. Ouais, mais j'ai quand même mis 6 mois. À l'occasion de la sortie aussi par chez nous d'un film qui s'appelle Godzilla versus Kong, tu nous parleras donc de ce livre de Michel Lebris qui s'appelle Kong, et puis si le temps nous le permet, nous parlerons aussi d'un autre film que tu as vu, Shadows in the Cloud, qui apparemment était pas si nul, et si le temps nous le permet aussi, je parlerai peut-être d'un Flic à la maternelle de Ivan Reitman qui sort en Blu-ray chez il y a aussi le ESC. Possessor de Brandon Cronenberg. Ah oui, c'est vrai que tu as vu le film. On pourrait parler de ça aussi, et 3 fois que tu le refous. Alors, encore une fois, ça fait partie de ces films auxquels je n'ai pas laissé sa chance, puisqu'en effet, au bout de 5 minutes, j'ai arrêté en me disant non, je n'en veux pas, merci bien. Je préfère regarder Un Flic à la maternelle, ce qui est quand même terrible pour Brandon Cronenberg. Un Flic à la maternelle, donc. Merci de m'avoir rappelé que j'avais vu cette chose.
Il est temps de démarrer cette émission. Alors c'est vrai que ça brûle pour point comme ça, pouf pouf, mais alors c'est 1000 pages de Michel Lebris, Kong, que j'ai moi sur mon étagère depuis très longtemps quand même. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, non mais si, ça vaut le coup. Alors après, c'est ce que je te disais un petit peu en antenne. Le problème, c'est que je peux commencer direct par des réserves avant d'en dire un peu de bien, mais clairement oui, je trouve que oui, c'est beaucoup trop long par rapport à ce que ça raconte. Mais pour dire un peu ce dont ça parle, c'est une sorte de biographie relativement plutôt très documentée, mais relativement assez largement fictionnelle a priori, de Ernest Sobchak et Marianne C. Cooper, qui sont les deux réalisateurs crédités au générique de King Kong, le film de 33. Il me semble. Un des plus grands films. 31 ou 33, j'ai un doute maintenant si on t'en parle. Il me mais semble. Bon, voilà. Mais qui n'ont pas fait que ça. Non, qui n'ont pas fait que ça. Et puis après, je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais voilà, après, bon, je signale que voilà, en fait, on enregistre cette émission sans préparation, donc j'aurai beaucoup d'approximations. Mais c'est un bouquin qui m'a quand même passionné, hormis les quelques réserves de certaines longueurs. Parce que, en tout cas, c'est un truc, moi, qui me passionne évidemment, c'est toute l'histoire de l'Hollywood du vieil Hollywood, en fait, tout simplement, de l'Hollywood de l'entre-deux-guerres, en tout cas, donc pas le Hollywood si lointain que ça. Et surtout de ces types qui sont les pionniers, qui font partie des pionniers finalement de l'histoire du cinéma, et qui n'étaient pas forcément ni des hommes de lettres, ni des hommes d'art, mais des gens non pas de tous les jours, parce que c'est pas des gens de tous les jours, c'est des espèces d'aventuriers quand même. C'était des aventuriers. Et en fait, ce qui est fascinant, et c'était le cas, on avait déjà évoqué le cas quand on parlait de gens comme William Wellman, c'est que ces types-là, en fait, c'était des aventuriers, voire des guerriers, tout simplement. Et Marianne C. Cooper et Ernest B. Sobchak, ces gens-là, par exemple, se sont rencontrés lors du siège de Kiev pendant la Première Guerre mondiale, en fait. Et Sobchak était, lui, opérateur pour la Croix-Rouge. Il a été missionné pour tourner des images. Et Marianne C. Cooper, lui, était déjà un héros de la guerre, ce qui faisait partie de l'escouade Kolievski, il me semble. En tout cas, c'était des fous furieux de l'aviation. Donc, en sachant que l'aviation, à cette époque-là, c'était déjà encore un truc de pionnier, et qui étaient des héros de guerre complètement fous furieux avec une bande de types, et ils accomplissaient acte héroïque sur acte héroïque en testant leur avion, en sauvant des troupes et en massacrant des Allemands à tour de bras. Et donc des gens qui se sont rencontrés sur le front de guerre. Le parti pris de Michel Lebris, c'est de raconter cette histoire d'amitié entre ces deux types qui sont à la fois complètement transportés par leur expérience de la guerre, à savoir qu'il y a une sorte d'expérience de l'absolu quelque part, dans le sens où voilà, c'est des gens qui sont confrontés à l'abîme de l'âme humaine, et ils sont tous les deux confrontés, les deux personnages sont confrontés à ça, et en même temps ils sont confrontés à le paradoxe absolu de cette sorte d'abîme de noirceur dans lequel voilà, à travers laquelle ils vont pouvoir saisir la beauté sidérante du monde. Et en fait ils vont tous les deux faire une sorte ils vont mener leur amitié au bout de partir à l'aventure ensemble. Ils sont décidés de vouloir renouveler cette expérience des limites qu'ils ont pu vivre pendant la guerre en allant chercher l'humanité dans ce qu'elle a de plus, on va dire, archaïque ou primitive, en partant dans des contrées absolument inexplorées. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une vie d'aventurier. Donc voilà, tout ce que je raconte là, voilà, c'est dans le bouquin, et c'est aussi de la vraie biographie des deux types. Ils sont partis dans différents pays d'Asie, où se joue à ce moment-là la lutte entre des civilisations plus traditionnelle, avec une modernité qui arrive peu à peu, une modernité, je ne le dis pas au sens positif, mais une modernité occidentale. Donc tous les pouvoirs en place des pays qui traversent sont non pas sous le joug encore, mais de l'Angleterre ou de différents pays occidentaux qui essayent de les faire basculer dans le nouveau monde. Et eux vont chercher toujours ce rapport de civilisation ou de peuplade ou de tribus ou de peuples qui vont être en rapport plus complètement, on va dire, à défaut de trouver un autre mot, plus proche du plus archaïque, plus primitif.
et avec cette ambition de vouloir en témoigner par l'image, en sachant qu'en ce moment, à ce moment-là, c'est Ernest Sobchak qui est lui l'opérateur professionnel, qui a sa caméra et qui va filmer des images de tous ces peuples. Ils ont fait plusieurs films de ça. C'est dans le sillon de Robert Flaherty, le cinéaste documentaire qui avait fait Nanook l'Esquimau. Ils vont faire un film qui s'appelle Grâce, qui va raconter le peuplade des alors là c'est là où je vais me tromper, mais une peuplade, je crois, afghane, qui sont 500 000 quand même, qui vont traverser des montagnes hyper abruptes. C'est une bonne peuplade. Non, ouais, c'est vraiment, on est enfin, en tout cas dans cette échelle-là, qui vont traverser des torrents en furie, des montagnes complètement. T'as vu ça, toi? Et le film, je ne l'ai pas vu. Alors c'est pareil, c'est des films qui sont qu'on peut trouver dans des qualités un peu difficiles sur Internet. Mais moi, je me suis toujours dit bon voilà, j'attends de les voir dans une qualité, si jamais ils ont été restaurés, un peu mieux. Mais c'est des pionniers du cinéma, et le bouquin parle de ça pas mal. C'est ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire pratiquer un cinéma documentaire tel que nous on peut le connaître actuellement, c'est-à-dire vraiment de restituer le réel de la façon la plus brute possible. Et chaque fois dans le bouquin, en tout cas, ils sortent leur film, c'est des grands succès à cette époque-là. Il y a Grâce, après ils font un autre film en Asie qui va s'appeler Chang, qui va raconter une chasse aux tigres, où il y a une scène de tigres, où ils vont vraiment se mettre en danger pour filmer des animaux sauvages. Et Michel Lebris prend le parti qu'à chaque fois, les deux cinéastes, Cooper et Sobchak, à l'issue de ces films-là, se dire c'est bien, mais c'est pas encore ça qui va vraiment traduire complètement ce qu'on a ressenti, ce cœur sombre du monde qu'on a pu ressentir pendant la guerre, c'est le truc qui nous a complètement traumatisés et subjugués à la fois. Ce n'est pas par la voie du cinéma documentaire qu'on va pouvoir le retranscrire pleinement. Et jusqu'à ce que Merian C. Cooper fasse la rencontre d'anthropologues et de différents cinéastes qui sont allés filmer les grands primates, et fasse le rêve, tel qu'il est décrit dans le bouquin de Michel Lebris, d'un grand primate. Et c'est là qu'il va avoir l'idée de Kong et un rêve de cinéma qui va l'habiter pleinement pour essayer de le mener à son terme, en sachant que depuis, lui il a cofondé la Panam. Enfin, dire, le trajet de vie de ce type-là est absolument incroyable, parce que Merian C. Cooper du coup se retrouve par son expérience d'aviateur en lien avec différents d'autres piliers de l'aviation pour fonder la Panam, qui avec plusieurs fusions-acquisitions va devenir la TWA. Donc c'est vrai, ça devient les premières compagnies d'aviation d'Amérique. Les enjeux à cette époque-là, c'est de traverser à la fois la carrière des Indes, à la fois après l'Atlantique. On a Lindbergh là-dedans. On traverse toute une période de toute l'histoire des États-Unis, mais aussi de différents pionniers, parce qu'à la fois on a des pionniers du cinéma et des pionniers de l'industrie à cette époque-là, et aussi dans une période troublée, parce que va arriver 29, qui va être la grande crise économique, et qui va mettre un peu sans dessus dessous les studios dans lesquels ils vont évoluer quand même peu à peu, parce que Sobchak finit les aventures, il essaie de se mettre au cinéma. Merian C. Cooper finalement se dit, pour mener à bien Kong, je vais intégrer un studio qui va être la RKO, qui est un studio qui a disparu maintenant, mais qui est un studio évidemment très célèbre, parce que c'est eux qui ont produit Citizen Kane par exemple plus tard. Avant ça il y avait Capra aussi, il y a beaucoup de monde, il y a Howard Hawks, il y a tous les grands qui sont passés par l'RKO. Il y a eu beaucoup de monde. Je pense qu'on est même dans une période qui va être après ça, mais à cette époque-là. Et moi pourquoi je lisais ça, c'est parce que je suis assez friand de tous les bouquins de fiction qui vont couvrir un petit peu cette période-là, que je trouve malheureusement sous-exploitée par la fiction. Qui est aussi la période pré-code, justement, qui est aussi la période pré-code. Et puis même, arrive. je pense que c'est un truc qui me fascine. Évidemment, j'ai lu beaucoup de bouquins d'histoire sur cette période-là. Je me suis toujours demandé, par exemple, pourquoi on n'avait jamais fait de série sur les débuts d'Hollywood, parce que ça me paraît être une histoire absolument incroyable de ces mecs marchands de tapis juifs new-yorkais qui s'installent dans l'Ouest, dans un désert, et qui fondent des studios pour fuir les gens d'Edison qui avaient déposé le brevet du cinématographe, et eux, pour le fuir, ils vont à l'autre bout du pays, construisent leur truc, et puis ils construisent un empire qui devient Hollywood maintenant. Toute cette période-là est absolument hyper romanesque et absolument sous-exploitée par la fiction. Et donc là, dans Kong, surtout dans la deuxième partie du bouquin, on accède un petit peu
à ça, avec des personnages qui sont évidemment très célèbres, pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire du cinéma, mais dans des Selznick ou des William Wellman. Si je peux me permettre, c'est que en effet, le cinéma, la série, c'est pas emparé de ça. Par contre, il y a beaucoup de récits qui reviennent dessus, et moi j'invite tous les auditeurs à aller lire les autobiographies de certains qui sont sortis en poche chez Ramsay dans les années 80, qu'on peut retrouver assez facilement et à vraiment pour quelques sous seulement, des Raoul Walsh, des King Vidor, qui font partie des Frank Capra, qui vraiment justement sont des tout débuts de Hollywood et de comment les studios se créent, comment les tournages fonctionnent, comment vit cette société à part. Il y a beaucoup de récits d'autobiographies en fait, de grands réalisateurs qui dans les années 70 en fait étaient des gens vieux et souvent aigris, qui considéraient que le cinéma de l'époque 70 justement était de la pornographie totale, mais du coup qui parlent très très bien justement de ces tout débuts, vraiment les tout débuts d'Hollywood, du muet, du passage au parlant, de tout ça. Donc il y a des récits en tout cas, mais c'est vrai que le cinéma ou la série devrait s'emparer à un moment de tout ça et puis le montrer. Je pense que c'est des grands récits d'aventure aussi justement, parce que il y a tout un espace à explorer. C'est ce sur quoi revient Walsh par exemple, ou même Vidor. C'est-à-dire que et Ford aussi va le faire, même s'il n'a pas écrit Ford, il y a des biographies qui le racontent. C'est aller découvrir l'espace autour d'Hollywood, toute la Californie, les débuts de l'Arizona, tout ça machin. Trouver un espace pour bosser, parce que Ford, c'est amusant par exemple de se dire tiens, justement il est dans les studios, il est au tout début des studios d'Hollywood, et lui il va s'éloigner un petit peu pour justement ne plus avoir affaire aussi à ces patrons là ensuite quoi. C'est comme ça qu'il découvre le Monument de Vallée. Enfin bref, il y a beaucoup de récits qui parlent de tout ça, et c'est des récits qui sont absolument fascinants, de types qui sont en mode aventurier justement, toujours. Quoi. Et là tu fais bien de citer Ford, parce que Ford, s'il a pu être sorti du caniveau de l'alcoolisme à un moment, c'est grâce à Marion C. Cooper qu'il l'a, par ses prises de fonction à la RKO de producteur général, qui croyait vraiment éperdument en John Ford, l'a sorti de ça et a fondé tous les deux Argosy Pictures, qui est la boîte de production. Et pour le coup, ils ont fait la trilogie de la cavalerie, ils ont fait La Charge héroïque évidemment, ce qui est leur premier coup d'éclat, et c'est Marion C. Cooper qui l'a sorti ça. Et là on est après Kong, et en fait, bon, pour revenir un petit peu au bouquin de Lebris, c'est vraiment cette idée ce qui me fascine dans ce bouquin-là, c'est que c'est vraiment un bouquin énorme et qui va vraiment vanter, en tout cas, les vertus de synthèse absolue qu'est le King Kong de Marion C. Cooper et Sobchak. Moi, qui me paraît, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça avec mon fiston, mais qui est un film que je trouve ahurissant, je trouve qui n'a rien perdu de sa force. Évidemment, King Kong, c'est une des seules figures mythologiques inventées en propre par le cinéma, il n'y en a pas énormément finalement, et King Kong, c'est vraiment tout est adapté de comics ou de romans, une des seules figures vraiment proprement cinématographiques, un mythe inventé par le cinéma, et c'est il y a des très belles pages d'écriture, de travail avec les scénaristes, entre les différents scénaristes, entre la femme de Sobchak qui se met à écrire Kong, qui raconte comment faire la synthèse de ça, qui guide Marion C. Cooper, qui essaie de traduire ses rêves en scénario, et qui essaie d'arriver à un rapport le plus synthétique possible pour vraiment mettre en le minimum de moyens, le minimum de temps de scénario, les idées, alors que même que le reproche que je pourrais faire au bouquin, c'est au contraire de s'étaler beaucoup dans ses talents de littérateur, parce qu'il écrit très bien, Michel Lebris, mais vraiment ça s'étale un petit peu, mais vraiment ça rend en tout cas justice, et je trouve que la deuxième partie du bouquin est absolument ahurissante, justement sur ce processus de création qui pouvait se passer à Hollywood, les tensions économiques qui se passent avec la crise, avec les différents systèmes de domination qui pouvaient se passer à Hollywood, du pouvoir de l'argent. Il y a des pages géniales qui rendent, à mon avis, justice au travail de ces créateurs et du combat qu'ils devaient mener contre leur administration, leurs producteurs, et aussi l'apport incroyable des producteurs de talent, dont Selznick ou Cooper là-dedans. Et pour arriver à ce truc qui est donc King Kong, qui est un truc ahurissant. Il faut évidemment citer aussi la conjonction des talents. Willis O'Brien, l'animateur, qui est un vieil alcoolique irlandais, qui, on se demande comment c'est possible, c'est
a inventé le cinéma d'animation image par image, et lui c'était sa passion. Il est complètement alcoolique jusqu'au dernier degré, mais son grand trip c'était de passer des heures et des heures dans son studio pour animer des petites images. Et c'est vrai qu'il faut vraiment revoir King Kong. C'est même un film qui est assez incroyable parce qu'il est hyper violent, si ça peut donner envie. C'est vrai que c'est un film, on se dit bon, on regarde un film de 33, tu peux le montrer à un gamin, mais c'est un film qui a une puissance assez folle et qui est hyper violent, qui a des séquences d'animation, qui est rageux. Enfin, il y a un érotisme fort, mais justement qui correspond vraiment à ce que voulu mettre Cooper et Chopsack. Et c'est pareil, Le Bris en parle très bien. Lui, il parle vraiment de cette chose-là, de cette puissance du monde, de ce rapport vraiment de cette pure de ce rapport de l'humain au monde, de ce truc d'attraction, répulsion fondamentale qui vont constituer le cœur noir du monde. C'est le grand thème autour duquel est brossé tout ce bouquin-là, et d'où va découler évidemment tout ce rapport très érotique qu'il va y avoir entre ce rapport de La Belle et la Bête qu'il y a dans King Kong, vu que c'est vraiment une variation autour de ça quand même, et entre le personnage de Anne Darrow et de King Kong, et toutes les pages en tout cas du Kong de Le Bris sur la création de Kong sont fantastiques, et puis il faut revoir Kong. Did you ever hear of Kong? Why, yes. Some native superstition, isn't it? A god or a spirit or something. Well, anyway, neither beast nor man. Something monstrous, all-powerful, still living, still holding that island in a grip of deadly fear. On an island with a mountain in the shape of a skull, there live natives in a village beneath a towering wall. A giant belted door stood more than half a mile tall, behind which lived the mightiest creature of them all. King Kong, the white man done you wrong, and so we sing this song to you. Mighty Kong, King Hunga, Hunga, Hunga Kong, get a load of mighty Kong. On a puny ship of iron, across a sweltering sea, Robert Armstrong sailed to enslave the greatest of the free. I'll catch the eighth wonder of the world for all mankind to see. He even brought a blonde along to keep Kong company. I'm Tay, Why do you run away? Kong only wants to play with you. So come on, Faye, what do you say? Hey! With gas bombs they captured Kong and brought him back alive. Though very few of Armstrong's crew were destined to survive, till finally on the Broadway stage the mighty Kong arrived, but broke his chains and wrecks and chains, so great was his sex drive. Up the side of the Empire State I climbed with my Fay Ray, until the brains had gunned me down, the sun set on my day. 'Cause beauty killed the beast at last. I heard Bob Armstrong say, and Kong, we all were real impressed. You made a big hit on Broadway. King Kong, the white man done you wrong, and so we sing this song to you. Mighty Kong, King Kong, get the load. All right, Kong, this is Lieutenant Dan Matthews, Highway Patrol. We got an APB out on you. Got the ones off of that building. We got you surrounded. I got a bunch of bananas down here. Nobody makes a monkey out of me. That big gorilla wants to know, Tom. I'll show him, Tom. 10-4. You fat him down. I'll beat the snot out of that ape. Get the load of mighty Kong. The airplanes got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Bah ouais, moi j'ai pas revu Kong depuis très longtemps, mais les rares souvenirs sont vraiment portés sur les robes de Fay Ray qui sont toutes construites et décidées et qui pointent
sur ses attributs féminins. Ouais. Tout est vraiment presque comme des flèches guidées sur elle, et c'en est une fois qu'on met le doigt dessus. Enfin, c'est vraiment maladroit comme formulation, mais ça en devient évident à quel point il y a une sexualisation par le vêtement qui est hyper forte, et ça et puis qui va correspondre aussi à des détails plus pratiques, parce que c'était beaucoup plus facile pour Kong d'enlever des vêtements qui étaient plus légers, parce que on est dans des effets spéciaux balbutiants à l'époque, mais qui sont encore une fois, moi je trouve que c'est un film qui porte très bien son âge, mais et le film revient un peu là-dessus, parce que comme tu l'as dit, c'est aussi un film pré-code, qui est dans cette période très particulière, qui a été censuré plus tard, c'est-à-dire qu'il sort à un moment particulier. Donc le pré-code, c'est là où la censure aux États-Unis n'est pas encore mise en place, donc les cinéastes pendant 3-4 ans se font plaisir, grosso modo. Il y a qui font des films hallucinants. Voilà, mais bon, il y a déjà des émissions qui sont venues là-dessus, et puis les films sont trouvables aujourd'hui quand même. Le film ressortira plus tard justement dans une version censurée, expurgée de pas mal d'éléments, et notamment justement des plans sur Fairway qui étaient un peu trop suggestifs. Tu voulais revenir encore sur cette version, parce que moi je serais bien passé aussi à l'évolution de la... Vas-y, je reviendrai peut-être dessus. Dans la cinématographie de Kong, et c'est vrai que tu me diras si je me trompe, parce que encore une fois c'est une émission improvisée. On n'a pas bossé sur le truc. Moi, j'aurais bien revu le Kong de John Guillermin, par exemple, qui, pour moi, enfant, était un grand film d'aventure. Je connaissais pas justement le premier Kong des années 30. C'est pas le genre de film qui était diffusé à la télévision, à ma connaissance, quand j'étais enfant, en fait. Par contre, le film des années 70, ça doit être 76, c'est post-75, en tout cas, le film produit par Dino De Laurentiis, avec Jeff Bridges. Et j'ai oublié le nom et Jessica Lange, merci, qui était donc merci Jules Topoc, Jessica Lange, issue du Facteur Sonne toujours deux fois, qui avait déjà fait preuve justement d'une certaine sensualité, on va dire, qui jouait donc cette Fairway. Pour moi, c'était un grand film. Je l'ai pas revu depuis 30 ans, ce film, mais il y a toujours des images qui me marquent en fait. Je suis assez convaincu que c'est pas forcément exceptionnel, mais voilà, c'est des images d'enfance qui me marquent. Moi, j'ai pas revu ça, mais apparemment, ça a plutôt mauvaise presse en général. Ça a plutôt mauvaise presse. C'est pour ça que je me tiens pas. Moi, c'est des souvenirs d'enfance en fait. Je tiens pas à défendre ce film particulièrement, qui a malgré tout relancé justement une forme de mythologie cinématographique de Kong, qui entre les deux en fait n'avait pas disparu, puisque le Kong de 33 était toujours présent entre guillemets, mais là il y a eu une suite, il y a eu plusieurs suites même d'ailleurs. Ça a lancé une forme d'exploitation du film de Kong en fait, ce film produit par Dino De Laurentiis. Donc il y a eu le fils de Kong, il y a eu King Kong 2, alors même qu'à le fils de Kong qui existait déjà en fait, qui est sorti 2 ans oui, c'est ça, voilà. King Kong, il me semble, et qui est un film là pour le coup qui est complètement tombé dans l'oubli, quoi. Moi, que j'ai pas vu, mais réalisé par Sobchak, comme ils ont fait Le Monde Perdu aussi, ils ont fait d'autres choses, et puis The Most Dangerous Game, les chasses du Comte Zaroff. Ils l'ont fait en même temps. Ils racontent ça aussi. Ça, d'ailleurs, dans le bouquin, c'est des trucs absolument incroyables. C'est que du coup, pour rentabiliser, pour montrer aux studios que c'est possible quand même de faire King Kong, ils décident de faire un film à moyen budget en se disant ça se passe dans la jungle, on pourra utiliser les décors dans les mêmes endroits. Voilà, c'est les chasses du Comte Zaroff. Qui est dingue, qui est complètement dingue. Incroyable, qui est le premier film de chasse à l'homme, premier survival, qui est un film super et dont les décors sont spectaculaires, avec ceux de King Kong. Parce que la séquence d'intro avec le bateau qui s'échoue est complètement spectaculaire. Enfin, c'est fascinant à voir aussi. Mais voilà, donc Kong en termes de cinématographie, donc a cette espèce de vide entre guillemets, parce que le film de 33 n'est pas oublié, tous les films ne sont pas remakés, il n'y a pas besoin de remaker un film pour qu'on s'en rappelle, c'est pas ce que je veux dire, mais ça relance en tout cas une espèce d'exploitation autour de Kong, qui reviendra 30 ans plus tard avec Peter Jackson. Ouais. Je suis absolument pas convaincu. Moi, je sais que j'ai vu plusieurs fois le film de Peter Jackson, dans ses différentes versions d'ailleurs, et que je m'en souviens jamais. Ça fait partie de ces films que je peux regarder, mais je crois que c'est le propre de Peter Jackson, il me fait cet effet-là. Je peux voir ces films, je peux voir les 11 heures du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une technique commerciale pour que tu puisses acheter les DVD. Ouais, je crois, et c'est brillant de sa part. Mais je peux voir ces films, et en les regardant, je le sais très bien,
sans déplaisir aucun, bien au contraire, mais je ne m'en souviens jamais. J'ai vu 3 fois, je crois, la trilogie de Seigneur des Anneaux, je ne m'en souviens pas. C'est assez fou, et ça fait pareil avec son King Kong, c'est assez fou, je ne m'en souviens pas. J'ai même fait son attraction à Los Angeles, au parc Universal, et ben, ça m'a laissé un peu plus de souvenirs quand même, parce que c'était assez spectaculaire, mais par contre, voilà, ces films, je ne m'en souviens pas. Et puis, les studios, c'est Universal qui détient encore les droits, je crois, évidemment ne s'arrête pas là. Enfin, on a quand même King Kong sous la patte, et puis ils ont aussi chopé les droits d'un autre monstre qui vient de l'autre extrémité de la planète et qui correspond quand même à une identité qui peut... Godzilla. Donc forcément c'est super, on peut Godzilla, on a tenté aussi à Hollywood de le refaire quand même, mais Roland Emmerich y est passé, il a fait beaucoup de mal, moins que Jean Reno, je pense que Jean Reno est beaucoup plus responsable du mal. C'est Jean Reno qui a réalisé le film en fait. Ouais. Parce que Roland Emmerich est capable de faire des choses pas trop dégueulasses. Je rappelle le Patriote quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais le fait est que voilà, c'est relancé après Peter Jackson s'est relancé par les studios quand même pour faire notamment le Skull Island, qui est sans doute le meilleur film de King Kong qui a été fait depuis 1933, qui est con au possible, mais qui l'assume, j'ai l'impression. Et moi, ça a été un vrai plaisir à regarder. Alors, il m'en reste pas grand-chose non plus, je sais, mais ça utilise vraiment une esthétique, justement. Donc tu le mettrais au-dessus du film de Jackson, quoi. Ouais, sans problème. Sans problème. Mais c'est pas de la provoque. Non, absolument pas. Non, c'est pas... Alors... non, c'est pas de la provoque. Le film de Peter Jackson, en fait, je le trouve de mauvais goût. Je pense que Peter Jackson a mauvais goût. Alors c'est très subjectif évidemment comme concept, mais il est capable de manier le mauvais goût. Il l'a déjà fait avec les Feebles, avec Bad Taste, avec machin. Il a conscience même de ce que c'est sans doute le kitsch ou des choses comme ça, quoi. Mais il le maîtrise pas particulièrement. J'en veux pour preuve, c'était Winter Bones, je crois, son film Lovely Bones. Lovely Bones, ou des choses comme ça, qui étaient des films ignobles, laids, cons, plastiquement c'est chaud, et qui ne racontaient rien d'intéressant. Et son King Kong, même si c'est dans une moindre mesure, et c'est Seigneur des Anneaux aussi, mais je pense qu'il a cette incapacité, en fait, aujourd'hui il a perdu la boussole. Et il sait plus s'il fait du mauvais goût, s'il parle du mauvais goût, ou s'il est complètement les pieds dans le caca. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, en fait. Et du coup, il fait des choses en étant convaincu du bien fondé de ce qu'il a envie de montrer, mais il maîtrise plus trop, en fait, c'est certaines questions esthétiques. Et il se fait plaisir, et de temps en temps ça fonctionne très très bien, et tant mieux pour lui et pour les spectateurs d'ailleurs. Et puis il y a une certaine liberté qui émane de tout ça, qui est assez rafraîchissante malgré tout. Mais son King Kong, dans mon souvenir, parce qu'encore une fois il m'en reste pas grand chose malgré le fait de l'avoir vu 2-3 fois, il y a des moments qui sont spectaculaires, où là pour le coup tu t'as un sentiment de liberté, d'aventure et d'action qui est assez fou. Et puis, paf, de la merde. Mais vraiment de la merde, en mode, il y a plus personne derrière la caméra et je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Il y a montrer, un truc du trop beaucoup chez lui, pour citer notre invité. Oui. Moi, après, moi, ce qui me sidère par contre, c'est que j'aurais pas rayé vraiment ma chemise que les films de Jackson depuis le Seigneur des Anneaux et en tout cas sa rencontre avec le numérique, quoi. En sachant que de cette génération-là, et c'est le cas pour Tim Burton, c'est des gens qui viennent vraiment de l'effet spécial en dur, et qui ont tous découvert le numérique en direct. Et Tim Burton, on sait, il s'en est jamais remis. Et pour moi, Jackson en faisait partie. C'était quelqu'un qui allait vraiment avoir beaucoup de mal dont les films, pour moi, allaient vieillir instantanément. Et je pense que pour avoir revu Le Seigneur des Anneaux, finalement, c'est des films qui tiennent la route. Et pour avoir vu King Kong, je trouve que c'est quand même un film qui tient la route. Effectivement, bon, c'est pas un très grand film, mais je pense qu'effectivement, chez lui, il y aura toujours un souci, c'est qu'il a aucun sens de la mesure, quoi. Enfin, c'est qu'au bout d'un moment, faire un carambolage de dinosaures, c'est pas possible. Et c'est pareil dans le maniement des effets spéciaux, tout comme dans le maniement de l'émotion. C'est qu'au bout d'un moment, il a un truc chez lui et c'est particulièrement sensible dans Le Seigneur des Anneaux, où faire 10 000 plans sur Frodon avec les yeux écarquillés pour signifier le poids du monde,
t'as envie de dire, re-regarde un film des années 30 pour dire que là, un plan de 3 secondes sur des yeux écarquillés, bien mis en scène et mis dans le bon scénario avec le bon éclairage, ça suffit pour indiquer le poids du monde. T'es pas obligé de faire 20 minutes là-dessus. Donc je pense qu'il y a un truc en termes économiques au sens propre, au sens esthétique qui il y a une alors sens qu'il de la connaît mesure bien qui ça, est perdu. tiens, quand on voit Forgotten Silver, il connaît, il a une maîtrise de l'histoire du cinéma, des lui, il a fait ça, c'est un amoureux de King Kong. Et d'ailleurs, moi, j'encourage tout le monde à se procurer le Blu-ray de King Kong de 33. Il y a un documentaire énorme produit par Jackson au moment de la sortie de King Kong, et le documentaire, il doit faire 3 heures. Donc encore une fois, problème de mesure, mais par contre, c'est absolument fascinant. Ils sont allés récupérer des tas d'archives incroyables. Ils sont allés essayer de recréer avec les moyens contemporains, avec les moyens de l'époque, les effets spéciaux de 33. C'est fascinant. Je pense qu'il a un syndrome Scorsese en fait, énormément, et qu'il n'avait pas forcément sur Seigneur des Anneaux, sur la première trilogie en fait, parce que là du coup il se lançait dans un défi. C'est quelque chose d'assez particulier. Après on voit l'évolution dans les 3 volumes, c'est assez dingue quoi. Dans le 3e, tu sens bien que voilà, il est parti pour être une sorte de George Lucas, j'ai l'impression, Peter Jackson. Ce qui moi m'inquiète un petit peu, en tout cas le fait est que son King Kong, en effet, m'a procuré moins de plaisir, c'est ça que je voulais dire, surtout, que le Skull Island, qui était bas du front, complètement bas du front, qui était grotesque, scandaleux par moments, qui ne mène à rien, qui ne raconte rien, qui était une sorte de... Ça fait penser à un film porno. Pour moi, le Skull Island, ça me fait penser à un film porno, en fait. Et ce que t'attends, donc ça fait le taf, quoi. Mais non, mais... C'est-à-dire qu'à un moment, justement, quand le fait est qu'un film comme le Kong de Peter Jackson, en termes de narration, tu vois, ce voyage, cette aventure, je m'en fous. Il n'arrive pas à m'intéresser à ces personnages. Ce qui était sans doute le cas d'ailleurs pour le film de John Guillermin dans les années 70, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui donne envie aux spectateurs d'aller voir King Kong ? C'est de voir justement King Kong. Sauf que c'est comme... Quand Spielberg fait Les Dents de la Mer, tu veux voir le requin, mais il faut donner l'envie, il faut créer un truc, ça demande un certain talent en fait, ce que n'ont pas forcément ces cinéastes. Ils essayent, ils reproduisent justement des éléments que Spielberg utilise dans Les Dents de la Mer, de faire apparaître petit à petit la créature, des choses de ce genre en fait. Il y a quelque chose qu'il faut créer évidemment, mais le final, le spectateur, il a envie de voir la créature. C'est une histoire de désir de spectateur, de cinéaste, de machin. Skull Island, il s'est dit, je m'en bats les couilles. Je fais du porno. Je fais pas un film érotique, je fais pas un film sur le désir, je fais du porno. C'est là où je voulais en venir, quoi. Et je pense que Peter Jackson, comme Guillermin, même s'ils ont tenté de reproduire ce qu'a fait aussi Spielberg avec Dents de la Mer, ils ont pas le talent. Ça demande un talent en fait de présenter une créature comme ça, créer du désir, de nous montrer un monstre comme ça. Après, je pense que c'est surtout par rapport à ce que tu pointes du doigt, Les Dents de la Mer, c'est pas un bon exemple dans le sens où la créature, finalement, on la voit très peu. Là, ce qui est intéressant dans le cas de King Kong, parce que c'est une date fondatrice dans l'histoire des effets spéciaux, c'est que dans le King Kong, il y a une mise en abîme dedans. C'est que c'est une équipe de tournage qui part sur Skull Island. Et donc, l'idée de dévoilement de la créature est déjà inscrite dans le récit lui-même. Il y a vraiment ce truc-là. Et quand on voit bien que dans l'histoire des effets spéciaux, les plus grands effets spéciaux, les dates importantes de l'histoire des effets spéciaux, en tout cas, sont toujours mises en scène. Et James Cameron, par exemple, si on prend l'apparition du premier effet spécial numérique dans Abyss, quand ça arrive, on va mettre en scène la stupéfaction des différents sous-mariniers. C'est surtout là-dessus que je voulais revenir. Et en effet, on va avoir redoubler le regard du spectateur qui va à voir ça de façon stupéfaite. On va le dédoubler à travers des différents personnages. On a le même cas dans Avatar, quoi. C'est le personnage de Scully, de Sully, je sais plus, Jack Sully, qui va découvrir un nouveau monde des effets spéciaux parce qu'il va s'incarner dans un nouveau monde. Il va redoubler, donc il va accueillir le regard du spectateur là-dedans. Mais en termes de désir et d'apparition, tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même quelque chose qui se crée, même si, en effet, ce que je ne retrouve pas forcément, moi, dans les différentes adaptations de Kong, en fait. Alors que je sais que c'est ça qui est recherché, en fait. Comme
Spielberg a pu, enfin, avec Jurassic Park, Spielberg refait encore cette apparition-là. Et c'est vrai qu'on peut très bien reprendre en fait le début de Jurassic Park, par exemple, et imaginer qu'à la place d'un T-Rex, ça soit justement Kong qui apparaisse. C'est comme ça, voilà, que cherche à faire apparaître dans les différentes adaptations, que cherche à faire apparaître des metteurs en scène Kong. Voilà. Ouais. Ce qui, pour moi, ne fonctionne pas. J'ai un bon souvenir de la version de Guillermin parce que j'étais enfant. C'était ma découverte de Kong. Et je suis pas convaincu. Je pense que j'ai vu Dents de la Mer après, par exemple. Donc moi, c'était une découverte au cinéma. Voilà comment apparaît justement une créature, quoi. Les arbres qui bougent d'abord, et puis d'un coup une main ou un truc, et puis ensuite très longtemps après, on voit là, c'est ça, créer du désir. T'avais un striptease, t'avais voilà quelque chose qui faisait monter quand même l'envie de voir la créature. Dans Kong Island, les gens connaissent King Kong. En fait, et y a pas c'est pas forcément cynique là non plus là-dedans. C'est-à-dire que on sait ce que veulent les spectateurs. Donc on fait du gonzo. Ils ont fait un gonzo avec King Kong en fait, et je trouve que ça fonctionnait très très bien parce que du coup on perdait pas de temps en fait. Ça essayait pas de péter plus haut que son cul. Et vous voulez voir des bêtes qui vont se taper dessus, c'est ce qu'on va vous montrer quoi. Tu l'as vu 10 fois depuis sa sortie. Alors je l'ai vu qu'une seule fois. Il m'en reste assez peu de souvenirs. C'est pour moi, je compare ça. Oui, c'est du cinéma pornographique. C'est du cinéma pornographique avec des bêtes qui se tapent dessus et point barre en fait, avec une esthétique réjouissante de Apocalypse Now-esque, avec une bande originale fin 68, fin des 60. Et faites-vous plaisir, tenez, mais ça ne tient pas debout, c'est grotesque, c'est con. Mais voilà, prenez et puis mettez votre mouchoir à la poubelle en sortant de la salle, quoi. Ça fonctionne très bien. Ensuite, parce qu'on n'était quand même pas parti pour parler du dernier quand même sorti, il y a eu aussi le Godzilla. Je pense notamment au film, voilà, celui qui a relancé un peu le truc, celui de Gareth Edwards. Qui a lancé beaucoup de semi-débats quand même, parce que il y avait ceux qui considéraient qu'en effet c'était une espèce de renouveau dans le cinéma occidental en tout cas, parce que voilà, il y a vraiment des gens qui ont pensé ça. Ah mais oui, le Godzilla de Gareth Edwards, il y a des gens qui sont vraiment convaincus que c'est génial et les studios aussi visiblement sont convaincus. Je fais partie de ceux qui ont trouvé ça plutôt cool. Hein, non mais les studios, reconnaissant que c'était raté. Les studios quand même aussi ont reconnu ça, parce que du coup il y a eu le premier, voilà, en effet, qui a eu le revers de la critique et de la majorité des spectateurs, sauf que ça a dû bien fonctionner puisque les studios ont lancé quand même une suite que je n'ai pas voulu voir. Parce que j'ai suivi les conseils de critiques de cinéma, je devrais peut-être pas faire ça, mais qui étaient tous d'accord pour dire que c'était de la merde. Donc je n'ai pas été voir le Godzilla 2. J'avais oublié que ça existait. Que je sais plus qui non, mais a ça, fait c'était ça un film d'ailleurs. qui était étonnant, mais le premier Godzilla de Gareth. Mais parce que t'avais justement, il y avait quelque chose où on essayait de péter plus haut que son cul quand même. Hein. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais moments de mise en scène. En fait. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, on sentait qu'il y avait un metteur en scène à la base. Voilà. Un mec qui avait décidé d'avoir une approche formelle un peu audacieuse. Mais tout ça a été pris dans un scénario absolument improbable, où tu dis, ça n'a ni queue ni tête. Ce qui est le propre en même temps, peut-être, de ce genre de film, où t'as un gros monstre qui apparaît de nulle part, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais après, il y a King Kong, quoi. Voilà. Il y a King Kong et il y a Pacific Rim entre temps, qui a quand même lancé. Enfin, et je pense que c'est des films qui arrivent après Pacific Rim avec des gros robots qui se tapent dessus. Et je pense que l'esthétique de Gareth Edwards, par exemple, est vachement inspirée de Pacific Rim. Hein. Non, dans les moments dont je me rappelle du Godzilla que j'ai vu qu'une fois de Gareth Edwards, là, c'est que tu as ce moment un peu qui est évidemment là, qui est pour le coup complètement un moment qui pète plus haut que son cul, ou du saut en parachute avec une musique, il me semble que c'est ainsi par les Aros, oui, enfin, c'est pas ça, mais c'est pas loin. On est dans un truc comme ça, ou du Penderecki ou quelque chose comme ça, et surtout une photographie hyper sombre avec vraiment ce parti pris de justement. C'est quelque part entre Del Toro et Nolan, quoi. Ouais. Après, Del Toro, il y a un rapport assez, lui, pareil. Il n'est pas dans le dévoilement progressif. Il y a un côté très dans la monstration. Del oui, mais Toro. il s'est créé du désir. C'est pas du porno. Ouais, peut-être. Mais il y a quand même ce côté chez lui aussi qui est très baroque chez Del Toro, où il montre beaucoup, quoi, et qui peut être très bien, qui peut se retourner contre lui. Mais en tout cas, lui, son talent de cinéaste, il est là-dedans, quoi. Il est pas trop, je trouve, dans un dévoilement progressif ou dans non, il est dans. Mais non, il peut être dans le mystère quand même.
même. C'est-à-dire que t'es pas forcément obligé d'être dans le dévoilement progressif, mais chez Del Toro, il y a toujours une part, pas forcément de mystère, mais en tout cas, il y a une place laissée au spectateur. Je sais que je pouvais être frustré avec Pacific Rim parce qu'on n'en voyait pas forcément assez, mais en même temps, ça crée une place de liberté pour le spectateur, ce qui fait que une fois que le film était terminé, t'avais pas l'impression justement d'avoir juste affaire à un déferlement, un déchaînement d'action pure et qui pourrait être aussi du plaisir. Mais justement, une fois que le film était terminé, il me restait de la place et puis je me réimaginais des choses et ça me faisait penser aux gens qui pouvaient, face à certains films comme Mad Max ou n'importe, imaginer des plans qui n'avaient pas eu lieu. Et je sais qu'en revoyant Pacific Rim plusieurs fois, j'étais convaincu que certains plans existaient alors que c'était pas le cas. Et ça m'intéresse, ça me plaît en fait. Voilà, c'est que il a créé une place, un montage qui fait que j'ai imaginé des choses qui n'avaient pas existé en fait. Et ça me plaisait pas mal. Ce qui était absolument pas le cas donc du coup de Skull Island, où là pour le coup c'était vulgaire. C'était complètement vulgaire. Ça fonctionne plutôt bien. C'est mêlé aux différents Godzilla qui ont été faits. Et paf! Et là, on arrive du coup à Godzilla versus Kong. Et alors, je sais que on va faire un petit tour de table. Peut-être c'est moi qui ai vu le plus de films. Alors, est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on vu le plus du film? Du film, ouais, c'est ça. Non, parce que moi, j'ai vu 15 minutes, moi. Ouais. Ah oui. Ouais. Très bien. Jules Topoc, tu as vu combien? Je pense que je dois être aux alentours de 12 minutes. Ah, je pensais que tu avais vu... Ah, d'accord. Bon, moi j'ai arrêté 20 minutes avant la fin. Donc j'ai arrêté en fait avant le combat final, qui est a priori très spectaculaire. J'en doute pas d'ailleurs. J'ai vu déjà le premier combat entre les deux sur un porte-avions. Et c'était pas du tout nul. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de films d'action, de monstres, quoi que ce soit, qui étaient beaucoup plus mauvais que ça en fait. Hein. Là, en effet, il y avait je pense que j'ai même oublié le nom du réalisateur. Alors, aucune idée. Je pense que il m'excusera et peut-être d'ailleurs qu'il fera preuve de beaucoup de bonnes choses par la suite, parce que il y avait quelque chose là-dedans en fait que j'avais pas forcément dans d'autres films et on voyait les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème à voir la grande bataille justement sur le porte-avions entre Godzilla et Kong. On comprend ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Il a posé sa caméra, il a dit allez-y les gars, battez-vous. Oui, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre au milieu de l'océan. Il y a différents porte-avions. Ils se jettent l'un sur l'autre. Il y a des choses qui explosent. On comprend ce qui se passe. On voit les choses. On peut profiter de l'instant. C'est juste qu'on s'en bat les couilles. Mais par contre, on peut profiter juste du spectacle. Et il y a quelque chose, je pense que je l'aurais vu à un autre moment, je l'aurais vu après un film vraiment très mauvais. J'aurais pu apprécier ça, en fait. Parce qu'il y avait une espèce de sobriété. C'est dur. Le mot est lâché. Le mot est lâché. C'est pas une sobriété. Non, je me suis gouré de mots, je pense. Hein. C'est pas tellement une sobriété, mais c'est une capacité, en tout cas, à filmer un plan large. Ce qui demande un certain talent. On est tous d'accord autour de cette table que ça demande un certain talent. Alors, dire, ceux qui se battaient contre le théâtre filmé à une époque te diraient le contraire, peut-être. Je sais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas Godzilla et Kong qui se mettaient sur la gueule sur des porte-avions. Je leur répondrais ça aussi à ces vieux cons, j'ai envie de dire. Donc, en effet, il y a quelque chose... voilà, je reconnais, en fait, cette capacité à se dire mais putain, j'ai deux gros monstres qui se foutent sur la gueule, je veux les voir. Tu vois, un peu comme Jackie Chan qui fait une cascade, et Jackie Chan il dit je veux qu'on me voit faire la cascade, on va pas faire un gros plan sur mon pied, je veux qu'on me voit faire la cascade, je me pète pas la côte pour rien, quoi. Là il y a un peu de ça, ils se font mal, c'est pas pour rien, même s'ils sont numériques, on veut les voir. Mais le truc c'est qu'on s'en fout parce que il y a comme pour les premiers Godzilla notamment, hein, on se fout royalement de tout ce qu'il y a autour en fait et on sait pas pourquoi ils se tapent dessus et on s'en fout d'ailleurs, et il y a une grosse incapacité en fait à créer un récit, et là c'est pour ça que on en revient du coup à Michel Lebris, je pense. Ce qui manque en fait énormément, que ce soit à Skull Island ou au dernier King Kong, c'est une forme de récit qui nous permet de nous intéresser quand même un minimum à ce qui se passe, parce qu'on a beau montrer justement de façon pas trop dégueulasse
Moi, j'attends que ça, de voir des gros monstres ou des gros robots se mettre sur la gueule. Je suis friand de ce genre de cinéma, mais il faut que ça m'intéresse un minimum. C'est comme le porno. Moi, de voir juste Andy Gonnet rentrer dans un pilou-pilou, je m'en bats les couilles. Voilà. Moi, si tu crées pas un minimum de désir, il se passe rien en fait. Et c'est la même chose avec un gros robot ou avec un gros Kong et puis un Godzilla. Ouais, mais de toute façon, après c'est juste où est l'auteur, c'est tout quoi. C'est où est l'auteur, hein. Il y en a pas quoi. Mais après là, je pense que c'est tout le principe de toute façon du bouquin de Le Brice de parler de ça quoi. C'est d'aller chercher justement, c'est d'autant plus frappant dans une figure comme King Kong, qui, comme quand je le disais, voilà, est le seul mythe spécifiquement cinématographique, c'est-à-dire que tout le monde connaît King Kong finalement. Enfin, même on oublie presque peut-être que personne n'a vu le film, mais tout le monde sait qui est King Kong. On va se battre les poings sur les côtes. On va dire King Kong, voilà, c'est un truc qui est un mythe, quoi. Voilà, comme le petit pousset, comme plein de grandes figures mythologiques et tout ça. Voilà, c'est un mythe. Mais pourquoi c'est devenu un mythe, c'est que voilà, on avait un trajet personnel d'un individu ou d'une poignée d'individus qui ont réussi à investir cette figure-là d'un gorille géant de tout un tas de choses profondément personnelles qui vient de l'expérience de la guerre, qui vient de l'expérience de la vie ou du désir ou je sais pas quoi, qui ont réussi à transformer une forme en quelque chose qui va la dépasser, la transcender complètement quoi. Donc là et évidemment quand après on arrive dans une sorte d'exploitation cette chose là, après on pourrait c'est pas un problème de toute façon d'exploiter les choses comme tu l'as dit. On peut très bien il y a des tas de figures qui exploitent complètement des Dracula ou je sais pas quoi, on va avoir Blade d'un coup, c'est rigolo, voilà, on a la figure de Dracula ou du vampire qui va juste se foutre sur la gueule d'autres vampires et moi j'ai aucun problème avec ça peut être super cool. Mais bien sûr, mais je demande pas grand chose pour s'intéresser. Je demande pas à ce qu'on me fasse un roman non plus. Ouais, c'est ça. Mais après, de toute façon, c'est un peu le problème du cinéma depuis quelques temps. De toute façon, moi, je cite souvent cette anecdote-là et je me rappelle du documentaire, je crois que c'était Viande d'origine française ou le cinéma de genre en France avec Yannick Dahan et Djoumi qui était filmé en interview, qui sont deux critiques de cinéma pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos éditeurs, qui étaient interviewés dans une limousine en disant voilà, on a beau se gosser, se palucher en disant voilà, Romero, les zombies c'est super parce que c'est la société de consommation et le Dracula ça parle de désir, mais en fait nous tout ce qu'on veut voir c'est juste que c'est hyper cool de voir des Dracula. Ça c'est une interview qui a eu lieu il y a 20 ans. Je pense que si on leur referait revoir cette interview là, ils diraient mais en fait putain c'est horrible parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on pense réellement, et c'est évidemment comme si cette déclaration là était devenue une sorte de prophétie parce que c'est ce qui est arrivé. Toutes ces figures là sont devenues complètement désubstantialisées quoi. Il n'y a plus rien derrière. Alors qu'effectivement, si tu vois des zombies, juste si ton kiff c'est juste de voir des zombies, tu regardes Walking Dead, c'est nul. Et tu regardes n'importe quel des prochains films de Zack Snyder avec des zombies, ça sera nul à chier évidemment. Et tu regardes Kong contre Godzilla, c'est nul. Godzilla, c'est cool à un moment parce que ça est devenu un mythe. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça synthétisait complètement à la fin de la Seconde Guerre mondiale la peur atomique des Japonais. Mais je pense que ça dépasse ça parce que nous on regarde, tu vois, si on regarde Godzilla l'original par exemple aujourd'hui ou d'autres films de monstres d'ailleurs, même Zombie d'ailleurs de Romero, c'est bien que tu mentionnes ça. Moi quand je regarde Zombie de Romero, je me dis pas pendant plus de 2 heures c'est génial parce que ça dénonce la société de consommation. Au final en effet il y a ça dans le film. Le film a un fond mais c'est un truc qui englobe, c'est une espèce de nappe autour du film. C'est pas un discours qui est asséné dans le film, c'est pas des choses comme ça. C'est que le film a du corps, a une substance, quelque chose auquel on peut s'accrocher. Il est travaillé par quelque chose, voilà. Il n'est pas question d'avoir un message absolument. Je voudrais pas que le propos. Non mais voilà, je voudrais pas que le propos soit déformé. C'est pas ce que j'attends d'un film comme Kong contre Godzilla. J'attends pas qu'il ait un message contre la pollution, pour l'écologie ou n'importe quoi en fait. J'attends d'avoir quelque chose auquel m'accrocher en fait. Après c'est à l'auteur, au cinéaste, au réalisateur, à n'importe qui d'avoir ce truc là en fait qui fasse que le film ait un cœur en fait, quelque chose qui moi me fasse que
j'oublie que j'ai affaire à des créatures numériques gigantesques et que tout ce qui explose autour de moi soit numérique d'ailleurs, parce que j'ai un peu de mal à oublier tout ça quand même, hein. Ce qui était la force malgré tout de certains films des années pré 90, c'est-à-dire que je me disais tiens, il y a quelque chose de concret qui pète quand même, Moi, j'en même reviens si c'est un peu de type ce sous un côté-là, costume. Genre je me suis posé la question justement face à Kong versus Godzilla parce que j'avais du mal à me dire tiens, qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui l'est pas finalement. Les acteurs étaient très bien intégrés dans le décor, je savais pas s'ils étaient sur fond vert ou s'ils avaient filmé sur décor peu ou prou réel, et puis que c'était vraiment très très bien fait, et j'aurais eu beaucoup de mal à dire régulièrement est-ce que tout est sous fond vert ou est-ce que il y a quand même un petit peu de décor naturel. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup moins posé la question, mais il n'empêche que quand je suis face à Kong et Godzilla, je sais que eux ils sont numériques en fait, et du coup les chocs entre eux en fait, j'ai besoin de sentir, enfin d'avoir un truc. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire que c'est pas leur choc à eux qui devrait me paraître réel, mais j'ai besoin d'un truc à côté. Par contre, basinien, quoi. Voilà, mais non, mais j'ai besoin. C'est bon, je t'ai pas insulté, c'est pas la peine de. Non, mais j'ai besoin d'un truc à me raccrocher, d'un cœur. J'ai besoin d'un cœur dans le film en fait, qui fasse qu'à un moment je m'intéresse et je m'accroche à quelque chose en fait. Non, bien sûr. Et je me suis dit quand même que sur Kong et Godzilla, il manquait pas grand chose. Il manquait vraiment pas grand chose sur celui-là, parce qu'en effet, du coup le type, la mise en scène, essayait pas de péter plus haut que son cul, encore une fois. Ça filmait, du coup, le spectacle que le spectateur était venu pour voir. Sauf que, du coup, ça s'est limité à ça, en fait. On s'est dit, tiens, le spectateur, il veut voir un moment des monstres se taper dessus. On va leur montrer ça. Ça dure, du coup, peut-être un tiers ou un quart du film, qui est constitué, justement, de monstres. Mais les 2 autres tiers ou les 3 autres quarts du film, c'est des personnages humains qui discutent entre eux, qui parlent, qui font des choses. Et ces personnages-là, mais on s'en fout réellement. À aucun moment ça nous intéresse. À aucun moment les acteurs ou les personnages n'ont un quelconque intérêt pour rien du tout, ni pour le combat entre les monstres, ni pour eux-mêmes en fait. Et c'est terrible quand même de dire que le film n'est pas si long que ça, il dure 1h40 peut-être, mais du coup ça veut dire qu'il y a plus d'1 heure de film qui a jeté. C'est terrible. Enfin, moi je trouve ça terrifiant. Ouais. Et c'est ça qui coûte le plus cher. C'est pas les monstres, c'est pas Kong qui coûte le plus cher dans ce film, contrairement à la version de 33. C'est pas Kong qui coûte le plus cher quand même. C'est Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things. C'est elle qui coûte le plus cher. Elle sert à rien. Virez-la. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. Dans ce cas-là, faites-moi Skull Island. Avec, comment il s'appelle, le gros monsieur de Matrix. Samuel Jackson. Non. C'est Samuel Jackson. Non, c'était l'autre. Mais Jules Topoc est en train de réfléchir. C'est Brie Larson. Non, ça n'a rien à voir avec Samuel Jackson. Non, mais bon, bref, vous avez très bien compris. Donc, il y a une forme de scandale, finalement, là-dedans. D'être parti de la version de 1933 pour arriver à celle de 2021. Il y a quelque chose qui est parti en cacahuète à un moment. Je sais pas où est-ce que c'est parti en cacahuète, mais c'est peut-être bien à cause de Peter Jackson. Non, ouais. Finalement, on a fait une spéciale King Kong pour notre anniversaire. C'est un tour de force. C'est pas mal. Une émission improvisée comme ça sur King Kong. Moi, je trouve ça pas mal. Ça aurait pu avoir la peine de bosser, mais c'est pas mal. Merci. Est-ce que tu veux terminer par rapport à Michel Lebris ou par rapport à la version de 33, dire un petit mot peut-être qui nous rassure? Ça serait sympa. Ouais, moi de toute façon, je suis hyper optimiste. Ça fait 3 ans que je suis hyper optimiste et je pense Parce que tu prends de la drogue. Ouais, je pense que ça doit être pas mal dû à ça. Mais non, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, les gens auront ras le cul de voir des grosses merdes et que voilà, les films vont se planter. Et que la bonne nouvelle, c'est que Godzilla versus Kong, au moins, ne sort pas en salle
Et c'est très bien, au moins, et ça va sombrer dans l'anonymat qui, de toute façon, il mérite. Et qu'au bout d'un moment, peut-être que voilà, il y aura une sorte de renouveau, en tout cas avec des gens qui vont réussir à réinvestir ce genre de figure. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur le bouquin de Lebris, ça me paraît en tout cas un bouquin assez central sur l'idée justement de en tant qu'artiste, ce qui peut t'habiter en tant qu'être humain, ce que tu peux essayer de sortir de toi-même pour l'investir dans une forme, quoi. Et c'est un bouquin qui en tout cas cerne assez bien ce trajet-là, à travers justement des véhicules qui peut être un film, mais jusqu'au film, toute une industrie, des relations humaines, plein de choses, et cette sorte d'obstacles qui peuvent y avoir entre une idée informulée qui peut y avoir en toi et comment elle va réussir à s'incarner dans une forme. Et ça, c'est quelque chose où il y a vraiment des très belles pages là-dessus, dans ce bouquin. Et bon, voilà, c'est sûrement ça qui manque pour finir sur une note de vieux con. Merci, vieux con. Alors, le livre était sorti, c'était pas chez Plomb. C'était chez Grasset, me semble-t-il, dans une sublime couverture jaune et un gros volume qui pèse 1,5 kg, je pense. Michel Lebris, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'était cette année ou l'année dernière. Voilà. Et on a mis 5 ans à ce que l'un d'entre nous lise enfin son Kong. Merci Antonin. Et puis tous les films de Kong sont disponibles n'importe où, bien évidemment. Mais regardez, achetez le Blu-ray là, qui est super. Donc du premier, on est d'accord. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs coffrets qui sont sortis avec différents disques. Le coffret avec beaucoup de Blu-ray Warner là, de Kong, il est absolument merveilleux. Voilà. Bon, revoir Kong 2.33. Merci Jules Topoc d'avoir participé à cette émission. Tu étais présent malgré tout pour cet anniversaire et nous en sommes ravis. Merci à vous. Vous m'avez donné l'impression d'être sur un tournage de Wong Kar-wai, je pensais à ça, où je me suis rendu compte que vous avez fait une émission forte à partir de quasiment rien du tout. Donc là, moi, j'étais purement spectateur et je me suis dit, comme dans un film de Wong Kar-wai, il devait se dire tiens, qu'est-ce que je vais filmer aujourd'hui ? Tiens, il y a des orchidées par là et puis des jolis papiers peints. Et en fait, ça fait In the Mood for Love à la fin. Donc là, vous m'avez donné l'impression d'avoir assisté à In the Mood for Love. In the Cinéma est mort. Donc vous n'avez construit quelque chose. Comment prendre ça ? Parce que j'ai pas revu In the Mood for Love depuis très longtemps et je sais pas si c'est du lard ou du cochon. C'est surtout fou, je pense. Le fait est que du coup, on n'a pas parlé d'un flic à la maternelle ni de Shadows in the Cloud. Et tant mieux peut-être d'avoir pris le temps de parler de ce Kong. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canapé en podcast et puis retrouver sur les réseaux sociaux les liens pour écouter cette émission. Merci Antonin encore une fois. Merci Jules Topoc. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Merci à toi. Bisous. Nous avons trouvé quelque chose de mieux que tous les films du monde. Il en a effrayé plus qu'il n'en effrayera. Et nous le dresserons. Dans quelques mois, lettre de feu dans Broadway. King Kong, la 8e merveille du monde.